a tous des idées sur cette interopérabilité. Et puis, on a envie de les partager et de grandir avec les autres en réseau partagé. On fait un petit peu comme pour la donnée, je dirais. On aimerait bien s'interconnecter, utiliser nos networks et puis, voilà, on va dire, éclairer tout le monde en partageant nos idées. Donc c'est un petit peu dans ce sens que je vais animer la table ronde. On a un certain nombre de questions qu'on a préparées un petit peu pendant l'été. Et je pense que vous avez été inspirés par l'introduction. Et puis, voilà, je vais être aussi en interaction avec le public. Si vous avez des questions en plus, il n'y a pas de souci. Et on va commencer comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à participer. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette table ronde avec les invités. Alors du coup, on en avait parlé un petit peu. On va peut-être commencer avec une question pour Assia. Parce que, en fait, on s'est rencontrés l'année dernière. Je me souviens très bien que la table ronde, on avait discuté et puis on s'était dit, on avait discuté un petit peu ensemble et vous m'avez dit, alors on est en train de passer à Constelab Connect, mais on ne sait pas trop. Enfin, c'est encore un peu tôt pour vous dire comment ça marche. Si vraiment on va y arriver à cette interopérabilité, génial. Voilà. Et bah, du coup, je vais vous demander de me dire un petit peu pratico-pratique. Vous avez commencé l'interopérabilité, je crois que maintenant c'est effectif. Et comment ça s'est passé? Et est-ce que vous arrivez à vraiment à interopérer? Là, vous travaillez pas vraiment sur des... Enfin, je crois qu'il y a une partie de données de santé et une partie de données bactériaux, mais vous allez nous expliquer tout ça? Oui, voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis directrice R&D de Greencell, donc une société basée à Clermont-Ferrand. Donc, on travaille sur la production de micro-organismes vivants pour différents domaines. Donc, on travaille dans le domaine de l'agroécologie, en développant donc des solutions à base de microbiote du sol. On travaille dans le domaine de l'environnement, donc pour traiter des effluents, donc décontaminer, des problématiques environnementales. On travaille dans le domaine de l'agroalimentaire. On est producteur de micro-organismes pour des fleurs d'affinage de fromage. Et on travaille également dans le domaine de la santé et du bien-être. Et là, pour le coup, on a des applications cosmétiques, toujours à base de micro-organismes, et aussi pour la production de souches à façon, donc des souches probiotiques. Et on travaille aussi sur microbiote intestinal. Voilà, donc on a des domaines différents et variables, donc parce qu'on considère au sein de Greencell que les microbiotes sont essentiels pour justement pour la durabilité surtout, et aussi pour la santé. Bon, j'inclus pas que la santé humaine, mais la santé aussi animale, la santé des plantes. Voilà, donc on a un peu cette vision holistique de l'utilisation du microbiote. Et donc voilà, donc on s'est rencontré avec Adama il y a à peu près 3 ans en arrière maintenant. Donc on a démarré un projet justement de construction de jumeaux numériques dans le domaine du métabolisme microbien. Donc c'est un projet qui avance bien. Donc on est partenaire aussi avec Bioester, donc on est financé aussi dans le cadre d'un R&D Booster. Et puis j'ai sollicité Adama, donc quand on a démarré un autre projet, cette fois-ci en partenariat avec Rocket, qui est le chef de file, pour développer des ingrédients alimentaires pour l'alimentation, donc pour promouvoir justement le végétal. Et donc là, on a fait l'acquisition d'un équipement, donc ils en ont parlé tout à l'heure justement, le biolecteur. Donc c'est une grosse machine, en tout cas grosse pour nous, qui génère beaucoup de données, donc qui viennent justement de plans expérimentaux qu'on va développer nous au sein du laboratoire. Et donc aujourd'hui, l'équipe Gencovery a très bien avancé, donc justement sur l'acquisition justement de la data. Alors l'interopérabilité, on n'y est pas encore, donc on reste encore en discussion encore avec Adama pour justement connecter plus de données. Mais en tout cas, déjà sur la première brique qu'on leur a demandé, voilà, ils ont super bien avancé. Donc, on a aussi des co-constructions en fait, qu'on fait avec l'équipe Gencovery pour... nous, on reste des scientifiques. Nous, on est une petite PME, donc on est une dizaine de chercheurs au sein de mon équipe. Donc, je n'ai pas de data scientist. Pour l'instant, on n'a pas encore les moyens pour investir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de solutions comme le Constelab pour pouvoir justement gagner, nous, en efficacité. Donc, on génère aujourd'hui des données qu'on a besoin justement de connecter les unes aux autres, de gagner aussi en efficience pour la recherche. Donc, on développe, nous, des procédés de production. Donc, il faut qu'on soit efficace pour la suite, pour proposer. Parce que, même si on reste une petite équipe, on a des domaines qui restent
quelque part un peu varié, mais on essaie de ne pas travailler justement en silo parce que c'est ça qui génère justement la perte d'informations. Donc, et on essaie d'avoir justement des données intégrées. Et c'est vrai que le Constelab aujourd'hui va nous permettre justement de gagner aussi dans cette efficience. Donc oui, depuis l'année dernière, on a bien avancé. Voilà. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui veulent parler de leurs données? Est-ce que interopérable? Je pensais un petit peu à toi, Semchedine, peut-être, parce que je sais que c'est d'autres types de données, encore une fois, mais là Alors, aussi. je vais essayer de me présenter. Je suis Semchedine Cherad, je suis en charge des projets de recherche et développement chez Conidia Conifi. Alors, Conidia Conifi, c'est une société qui travaille un petit peu sur différents domaines, mais il y a un domaine sur lequel on travaille aujourd'hui avec GeneCovery, c'est la santé des plantes. Alors on est dans la santé, mais plutôt la santé des plantes. On fait un suivi, classiquement on le faisait avec des techniques classiques. On fait le suivi de la résistance aux fongicides sur plusieurs pathogènes et dans différents pathosystèmes. Et aujourd'hui, moi j'ai découvert GeneCovery l'année dernière au cours d'un Constelab. On a commencé un petit peu à se poser la question sur les datas que nous, on collecte dans notre laboratoire, et voir comment on peut valoriser ces datas et essayer de les exploiter un petit peu. On s'est orienté un petit peu aujourd'hui sur tout ce qui est données de métagénomique, un petit peu de la génomique pour faire l'analyse et suivi de fongicides et la résistance aux fongicides avec de l'analyse génomique. Bon, on n'a pas de data scientist, on n'a pas de bioinformaticien et on a besoin de cette collaboration. Et aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on souhaiterait faire, c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'analyser ces données qu'on collecte, et à terme, essayer de se connecter directement à la machine et récupérer les données pour analyser les données. Et à la fin, essayer d'avoir un suivi, on ne va pas dire à l'individu, mais parcellaire, pour un petit peu voir comment elle évolue la parcelle et comment on peut, dans le futur, avoir un traitement adapté. Pas personnalisé, mais adapté à la parcelle en fonction de la région. Et aujourd'hui, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on est sur cette partie-là, on avance très bien sur la partie analyse des données. On structure nos données, on essaie de structurer nos données pour, au futur, essayer de les partager et les interconnecter avec nos partenaires, avec nos clients. Là, on revient un petit peu sur un domaine que je connais plus, donc ça approche du ce qu'on appelle le digital farming, donc l'agriculture de précision. On parle vraiment de pouvoir finalement apporter des soins à nos champs au mètre carré près. Alors avec la dimension très différente et puis plutôt alimentation, sécurité de l'alimentation que ça recouvre. Donc là, on vient de faire un tour d'horizon et on a vu que finalement l'intégration de ces données, du génomique, enfin tout type de données, elle touche... Elle est très large finalement, on est vraiment en santé et au-delà. Mais on va peut-être revenir un tout petit peu sur la santé. Et bon, vous avez parlé des données de vie réelle, mais je voulais avoir le point de vue un petit peu aussi de Maxime Fontanier sur les données cliniques, le parcours de soins et ce que vous pouvez nous en dire ou en ajouter. Donc bonjour, je m'appelle Maxime Fontanier, je suis cofondateur et dirigeant de la société Vibiosfen. Donc nous on est une société de prestation de services, une CRO dans le domaine des maladies infectieuses. Et donc nous avons des modèles in vivo, in vitro, ex vivo, donc tout un large panel de modèles qui miment les maladies infectieuses. Donc par exemple les infections pulmonaires, les septicémies. Donc on arrive au travers de tous ces modèles à mimer les infections. Et donc on génère bien sûr des données qui sont très différentes, mais au niveau préclinique. Et tout à l'heure vous parliez d'interopérabilité dans toute la phase clinique, mais il y a encore une difficulté, ou en tout cas un challenge, où il faudra aussi, je pense, avoir une interopérabilité des données entre le préclinique et le clinique, parce que comme vous le savez tous, en fait, il y a un taux d'attrition des molécules, surtout en santé, donc ce taux d'attrition est assez important, et donc et ça a un coût qui est non négligeable. Donc en fait, on a besoin d'avoir des modèles qui sont relevants, en tout cas de pouvoir prouver à nos clients,
à nos sponsors que l'efficacité qu'on a prouvée chez l'animal in vitro, en fait, on va pouvoir limiter le risque quand on va être sur des phases cliniques de phase 1, phase 2, etc., etc. Oui, tout à fait. Et du coup, vous avez suivi la présentation et l'introduction d'Alexandre. Vous êtes d'accord avec l'ensemble de l'analyse qu'il a pu faire sur l'idéal futur qu'on voudrait Alors, 100% d'accord, même 200% d'accord. Et je pense que j'ai pas plus à rajouter sur les challenges qui ont été mentionnés. Nous, on a vraiment dans le domaine, dans la préclinique, dans la phase préclinique, on a vraiment quand même des difficultés à parler aux cliniciens, à parler aux médecins. Et tout ça, en fait, ça nous pose des problèmes pour l'accès à la data. Parce que, en fait, si on faisait un rétro-planning, on pourrait, je pense, mieux designer les études précliniques pour avoir une efficacité meilleure et un lien d'efficacité et de toxicité aussi entre l'animal et l'homme. D'accord, donc on parle en fait, peut-être Alexandre voudra rajouter un mot, on parle aussi finalement d'anticiper les besoins recherche très en amont avec la réalité de terrain de ce qui peut se passer. Mais pour ça, il faut se connaître et se parler entre acteurs. On est d'accord ? Alors, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est, même si c'est très lointain, c'est de réfléchir avec eux sur un target product profile, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, quel patient on adresse, quelle voie d'administration, le régime d'administration. Donc on a tout un tas de critères. Sauf que ça, c'est sur le papier. Après, il faut voir comment, quand on fait ce rétro-planning, comment on transpose ça au niveau préclinique pour être le plus prédictif possible. D'accord. On va retourner peut-être un petit peu sur notre approche plus peut-être holistique, parce que je pense qu'il y a un sujet sur finalement mieux connaître les acteurs d'un monde et de l'autre. C'est clé pour anticiper les besoins futurs d'interopérabilité. Alors je vais peut-être revenir vers toi, Asia, parce que tu avais envie de nous parler de cette vision que tu as vue, je crois, dans une conférence et en fait, qui te parlait énormément, cette approche One Health. Oui. En fait, on était justement invité à une journée qui était organisée il y a quelques mois par VGPolis Valais, où les thématiques du microbiote étaient adressées, en fait, donc pas que le microbiote intestinal, mais aussi bien le microbiote du sol, celui des plantes, des animaux, tout ce qui est en lien en fait avec la santé. Et effectivement, au cours de cette journée d'échange, on a vu les différentes thématiques du microbiote adressées, chacun un peu quelque part dans son silo, même si c'est le mode de fonctionnement, c'est la recherche aussi qui est organisée aussi de cette façon. Et à la fin de la journée, une fois qu'on a vu, on avait un peu la revue de l'ensemble. Donc il y avait certains projets sur lesquels il y avait un focus plus important parce qu'il commençait déjà à faire en fait le lien aussi entre la santé des plantes, la résilience, la notion de nutrition aussi, et lien santé. Donc on commence à voir quand même émerger certains projets où il y a des expertises, une transdisciplinarité en fait qui se dessine pour justement refaire le lien entre avec la culture, l'état du sol, les graines que je vais produire. C'était un modèle de lentilles qui était exposé justement. Et après, une fois cette culture obtenue, quel est le bénéfice santé qui est obtenu à la fin. Voilà. C'est un gros projet de recherche au sein de l'INRAE. Et au cours justement de cette table ronde, nous on est partenaire du projet French Gut. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est un projet qui a pour ambition de caractériser plus de 100 000 microbiotes
microbiote plutôt prélèvements fécaux, donc c'est 100 000 prélèvements fécaux qui seront prélevés donc d'ici horizon 2027, donc pour justement connaître au mieux en fait la composition du microbiote français et aussi avoir justement cette vue d'ensemble sur donc puisque derrière donc il y a de la collecte de données, donc des métadonnées, aussi bien sur la santé, donc sur la nutrition, sur voilà. Donc du coup, en fait, en conclusion, on s'est dit il faut presque avoir un modèle un peu French Gut, donc qui est plutôt positionné sur le microbiote intestinal en lien avec l'alimentation et la santé, et intégrer justement des données beaucoup plus larges. Justement, bon, ça me faisait penser quand vous avez parlé donc de la vie réelle, donc les données réelles, qui sont aussi importantes parce que bon, ça englobe aussi toute cette partie-là. Et aujourd'hui, donc je dirais pas, enfin, l'idée en fait, en tout cas, qui avait germé, c'était justement d'aller réfléchir quelque chose de beaucoup plus, enfin, un peu plus grand en fait, hein, justement parce que ça permet, enfin. Il y a eu cet amorçage en fait au cours de cette réunion et aujourd'hui on a en tout cas nous cette vision là d'avoir en fait projet beaucoup plus globaux pour limiter je récolte donc ma donnée sur un modèle alors qu'il y a tout un ensemble qui peut jouer et effectivement les données réelles c'est ce qui se fait voilà c'est peut-être l'avenir de ce que vous avez discuté tout à l'heure. Donc même si aujourd'hui on est, nous, peut-être bridés par le microbiote, parce que on tourne, nos thématiques de recherche tournent autour de ça, je sais qu'il n'y a pas que le microbiote, mais par contre ça donne déjà aussi cette vision de l'One Health qui est aujourd'hui adressée de cette façon-là. En fait, c'est les nouvelles technologies maintenant rendent possible de voir grand. On a envie de se dire, finalement, ma vision va s'élargir. Il faut que j'anticipe de pouvoir faire des choses vraiment qui sortent de mon domaine d'applicabilité très très restreint et pourront être augmentées par l'ensemble des données qu'on puisse collecter. Ouais. Et effectivement, ça demande de la fédération de données. Donc c'est ce qu'on en discute nous avec Jane Govry. Donc d'avoir quelque chose, même si toutes les données ne seront pas sur le même format, mais déjà pouvoir les collecter et avoir accès, déjà ça lève déjà ces verrous-là, ou en tout cas c'est des paliers qu'il faut franchir au fur et à mesure. Tout à fait. Je vous laisse rebondir. Peut-être juste une parenthèse sur le microbiote intestinal. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'exemple d'un traitement qui était efficace, enfin plus ou moins efficace suivant le génome du patient. Et en fait, on sait aussi que le microbiote intestinal joue sur l'efficacité du médicament. Et donc ça aussi, on l'intègre très peu au niveau préclinique. Donc ça peut aussi favoriser la prédiction de l'efficacité et ou de la toxicité du médicament. Tout à fait. Je pense que là, on est vraiment sur... La boucle est fermée et je pense qu'il y a un moment où ça viendra... Voilà, cette vision-là qu'on partage, elle va forcément un jour s'appliquer. Après, on reste dans le pragmatisme réel et en fait, il y a plein de choses qui nous empêchent de faire ça. Alors, on va peut-être parler en fait, on se met souvent des barrières techniques aussi, barrières qui peuvent être levées en connaissant des nouveaux systèmes. Donc, on a parlé un petit peu de blockchain. Merci Alexandre de l'avoir introduit. Et du coup, Patrice, vous allez peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus et nous expliquer. Et puis peut-être avec un exemple qui nous permette de comprendre comment ça peut être appliqué pour travailler sur des données où peut-être on n'a pas trop envie de tout partager, mais on veut s'en servir. Donc ça marche. Donc enchanté, du coup, moi je suis Patrice Zandveld, cofondateur de Connexio, qui est une société qui travaille sur tout ce qui est recueil du consentement et réutilisation, valorisation de la donnée. Donc j'ai une étiquette blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet en fait de stocker de la donnée de manière immuable. Là où ça peut être utile pour l'interopérabilité, c'est que chacun peut voir en fait les différentes données qui ont été stockées sur la blockchain. Donc, en amont,
il faut qu'il y ait un maximum d'interopérabilité qui soit faite pour qu'on puisse vérifier les données derrière. Voilà, en quelques mots. Vous avez peut-être un exemple où ça a été déjà utilisé? Oui, dans le sur des- consentement. Donc on travaille sur tout ce qui est recueil du consentement et on va stocker en fait la signature du consentement de manière à s'assurer que derrière personne ne puisse la modifier. Donc on ne va pas stocker le consentement en tant que tel, mais on va stocker en fait la preuve que le consentement du patient a bien été donné, notamment dans le cadre de recherche clinique. Un petit exemple. Du coup, ce qui va permettre ensuite aux chercheurs de pouvoir utiliser... Aux promoteurs Voilà. de s'assurer que ces données de recherche sont légales, entre guillemets, sont réglementaires, sans avoir accès à la donnée en tant que telle. Et ensuite, pour le centre investigateur, ça va être aussi une preuve pour lui de s'assurer que la recherche clinique s'est bien déroulée correctement. Donc ça, on va faire ça sur du consentement, mais on peut faire ça aussi derrière sur tout ce qui est réutilisation de données. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va vouloir accéder à de la donnée sur laquelle j'ai donné mon consentement pour qu'elle soit stockée, et bien derrière, moi, je vais pouvoir loguer l'accès et en fait avoir une espèce de traçabilité de la donnée. L'idée derrière, c'est quoi? C'est d'être capable de valoriser ces accès à la donnée, parce qu'on sait qu'avec le règlement européen, il y a un certain nombre de choses qui vont se libérer dans les années à venir. Et donc, c'est d'être, dans notre exemple, c'est d'être une espèce de référence transparente, immuable, sur lequel on va pouvoir voir qui a eu accès à la data, dans quel but, et puis derrière de valoriser cette donnée pour les producteurs de données. Je ne sais pas si je suis un peu plus clair. Oui, non, mais ça, c'est un très peu clair. détendu. Et puis en fait, c'est aussi quelque part en tant que patient ou utilisateur, ça va être aussi... Enfin, moi, c'est un rêve que j'ai si je consens à ce que Oui. mes données soient utilisées, peut-être de savoir quand, comment. Et finalement, si je donne un consentement plus large, est-ce que du coup, je le donnerai plus facilement parce que je sais plus tard ce qui va arriver à ces données? Un petit peu un suivi qui me semble vraiment pertinent, dont on discutait avec Adama en se disant mais peut-être que finalement ça débloquerait le frein à participer à des projets de recherche, parce que nous en tant que chercheurs, enfin en général je donne facilement mon consentement, sachant à quel point c'est difficile en fait Et puis ces données sont d'obtenir importantes données. également. Ouais. Voilà, Mm. voilà. Effectivement, donc il y a deux aspects. Il y a un aspect de transparence vis-à-vis du patient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on réutilise de la donnée, c'est souvent via un portail de transparence. Donc il n'y a pas vraiment d'informations personnalisées pour le patient, donc ça c'est quelque chose sur lequel on aimerait potentiellement aider. Et deuxièmement, c'est tout ce qui est aussi boucle de feedback, c'est-à-dire que si j'ai donné ma donnée pour la recherche, s'il y a quelque chose qui en est sorti, en tant que patient, moi, je trouve ça intéressant d'avoir le retour et puis de dire voilà, il y a quelques années, tu as partagé tes données dans le cadre du soin, dans le cadre de recherche clinique. Eh bien aujourd'hui, on a pu les réutiliser et grâce à ça, on a appris ça. Donc l'interopérabilité dans tout ça, parce que je l'oublie pas, c'est que nous, l'intérêt, en fait, c'est que plus interopérable, mieux c'est, dans le sens où on va être capable justement d'essayer à terme de relier un certain nombre d'entrepôts de données les uns avec les autres, et donc on va avoir des besoins d'interopérabilité. La blockchain est un outil, c'est-à-dire que on va dire en étant comme en forçant un petit peu chacun, quand je veux inscrire la donnée dans la blockchain, il faut que tout le monde se comprenne, donc quelque part ça va forcer un petit peu le trait, mais ça ne peut pas être une fin en soi, c'est-à-dire que si chacun ne travaille pas dans son coin pour effectivement mettre en place des mécanismes d'interopérabilité, qu'ils soient techniques ou autres, comme on a vu tout à l'heure, ça ne sera pas la solution miracle, mais ça aidera en tout cas. Tout à fait. Et j'ai vu que Mathieu me faisait signe parce que les aspects réglementaires sont vraiment dans son cœur de métier. Donc, je te laisse commenter ces aspects-là. Du coup, je suis Mathieu Fontaine, directeur de la propriété intellectuelle chez MaaT Pharma. Donc, chez MaaT Pharma, on travaille sur le microbiote et on développe des médicaments qui sont voués à modifier le microbiote de façon à améliorer la santé des patients. Donc on travaille avec de la donnée clinique et on est confronté un peu à toutes les difficultés que Alexandre soulevait, c'est-à-dire une indication, enfin du moins la première sur laquelle il y a un faible nombre de patients, donc ça veut dire un faible nombre d'échantillons disponibles pour l'analyse. On est confronté bien évidemment à tous, enfin on travaille avec des hôpitaux et cliniques pour récolter de la data clinique. Donc on est bien évidemment confronté à tout ce qui est consentement et on prend de plus en plus conscience qu'il faut vraiment
tout prévoir en amont de l'essai clinique, parce que chaque manipulation, expérience qu'on va vouloir ajouter, il faut le consentement du patient. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien prévoir ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des allers-retours sur des modifications de documents comme le CRF ou ce genre de choses, où on doit forcément bien indiquer aux patients qu'est-ce qu'on va faire avec leurs échantillons et qu'est-ce qu'on compte en tirer. Donc il y a tout ça. Après, le fait qu'il y a quand même... quand on parle de données cliniques, il va y avoir deux conceptions qui vont s'affronter. Tout ce qui va être données personnelles avec le RGPD et tout ce qui va être droit des bases de données. Parce qu'il y a la donnée du patient, donc ça ok, il est propriétaire, généralement c'est stocké au niveau de l'hôpital. Mais après, une fois que la donnée est pseudonymisée, c'est une base de données, à qui elle appartient. Donc il y a tout ce travail de négociation avec les hôpitaux et les partenaires académiques qui peut, on va dire, poser des problèmes, puisqu'il y a potentiellement un manque d'alignement au niveau de la valorisation des données, des périodes de négociation qui sont très longues. Donc il y a aussi une fluidification avec les différentes parties prenantes, du moins dans tout ce qui est essai clinique, qui est aussi à faire, je pense, et pour que ce soit le plus simple et facile possible et que ce soit rapide, en fait, parce qu'il y a une longueur administrative qui est potentielle, détrimentale, c'est pas le bon, j'ai pas le terme en français, détrimentale aux patients et à la science en général. Il y a la science en général. Donc là, on parle en fait de sensibilisation des pouvoirs publics aussi, finalement, pour peut-être trouver des moyens pour simplifier ou mieux comprendre ces processus. Je pense qu'on est tous, en tant que citoyens aussi, dans les changements de modèles digitaux. Et ça prend peut-être plus de temps dans certaines administrations, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses où on veut se dire qu'on a des messages en tant que scientifique à faire passer ? Il y a de nombreuses initiatives, que ce soit en France ou en Europe, mais... je dirais que comme d'habitude, les moteurs, ça va être plutôt les industriels et ceux qui vont et les différents prestataires de santé qui vont eux en avoir besoin et qui ont les mains dans le cambouis. Donc bien évidemment, il y a des choses qui se passent, mais ça arrive potentiellement après, pas forcément en phase aussi avec ce qui est attendu. Donc c'est toujours un dialogue avec les gouvernements, on va dire, de façon à bien ajuster dans quelle direction on va, et que les mesures soient vraiment appropriées et pas complètement en décalage avec la réalité. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. En réalité, c'est une problématique aussi dans les autres domaines, parce que nous, pareil, quand on génère des données, c'est des données qui appartiennent à nos clients, qui ont prélevé, ce qui nous a obligés un petit peu, c'est compliqué d'obtenir le consentement pour toutes les données, ce qui nous a obligés un petit peu à changer nos méthodes de travail. On travaille comme on fait partie d'un groupe, on travaille avec notre société, on fait nos propres prélèvements où les datas nous appartiennent, sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut communiquer. Je pense que dans la santé, ça va être un peu compliqué, mais nous, ça nous a obligés un petit peu de changer notre vision pour essayer de travailler sur ces données-là. Oui, je le vois, en fait, c'est des modèles aussi je pense que derrière, il y a aussi des questions de modèles économiques qui sont là, sont à l'œuvre et qu'on ne peut pas cacher. Dans l'agriculture, typiquement, il y a la donnée qui va appartenir à l'agriculteur, mais pour autant, lui, il ne sera pas sur sa parcelle, il n'aura pas la possibilité de faire toutes les analyses qu'on peut faire au niveau multiparcelle. Je me dis qu'il doit y avoir un parallèle possible de la même façon sur les hôpitaux, etc., avec des enjeux similaires, peut-être encore plus grands dans la pharma. Et j'avoue que le mettre sur la table et se dire qu'en tant que citoyen, on a envie aussi que ça bouge, c'est peut-être aussi des façons de faire bouger les choses, alors en tant que citoyen, mais aussi en tant que boîte, en fait. Et j'en reviens à la démonstration que vous avez faite. C'est pas pour l'Assemblée, mais moi, ce qui me fascine un petit peu dans le modèle Constelab, c'est que vous avez à la fois une approche privée, finalement, pour
générer de la valeur, mais également un immense respect, voire même une appropriation, pas une appropriation, mais mettre le pied et puis garder cet accès open source. C'est-à-dire on est un petit peu sur les deux tableaux. Oui, je génère de la valeur, mais cette valeur, je veux aussi qu'elle soit réutilisable et qu'elle profite au plus grand nombre et au public en façon open source. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Adama, ou si tu veux rebondir. Oui, effectivement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'était important que Constelab reste en quelque sorte comme un héritage, hein, parce que sur ces problèmes d'interopérabilité, ce qu'il faut voir, c'est dû beaucoup aussi à des systèmes qui sont fermés. Et donc, c'était important dès le départ d'avoir un système qui est ouvert, déjà pour des raisons de transparence, et surtout sur lesquels les gens peuvent développer après le R&D à l'infini de manière simple. Donc, cette ouverture d'esprit, en fait, on l'a gardée tout de suite dans la plateforme, et aussi avoir une approche plus inclusive dans la manière de piloter la data. Parce que finalement, il faut arriver à un accès un peu plus universel des données. Mais c'est un choix que vous avez fait. Je pense que c'est une vision que tu avais en tant que chef d'entreprise. Ouais. Est-ce qu'elle est facile? Parce que on voit bien là que c'est pas si simple. C'est pas simple. À la création de Genecovery, moi je me souviens, c'était mon père qui était malade, qui était atteint d'un cancer. Et j'étais allé lui rendre visite en Côte d'Ivoire et j'ai pris mon téléphone portable, je cherchais les effets secondaires d'un traitement et je n'avais pas d'informations. À part des activistes sur Internet qui se plaignent. Et je me dis, il faut faire quelque chose, il faut arriver à des solutions sur lesquelles demain on a un accès beaucoup plus simple aux données. Et ça avec une approche user-centric, le chercheur, comme tu disais, en laboratoire, patient-centré, et donc pousser vraiment les outils pour qu'ils soient utilisés par les gens qui en ont besoin. Et donc c'est pour ça aussi qu'il fallait avoir un outil qui est ouvert et, en termes de transparence et qui demain reste de manière plus pérenne en fait. Peut-être un commentaire. Oui, peut-être un commentaire pour réagir à ce que tu disais sur que ça profite au plus grand nombre. On peut le voir à deux niveaux. Au plus grand nombre de typologies d'utilisateurs, on a vu, il y en a beaucoup, hein, parce qu'entre toutes les disciplines représentées ici aujourd'hui et les métiers, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a de la propriété intellectuelle. Bon. Tout ça, il faut interfacer. Donc, il y a que ça profite au plus grand nombre de métiers dans des disciplines différentes et que ça profite au plus grand nombre de patients. Et en fait, on se rend compte que, comme toujours, en fait, ça croît, ça crée de la valeur à l'interface. Et qui dit interface, dit dénominateur commun de données. Il faut bien comprendre que deux personnes qui se parlent et qui ont des données totalement différentes, sans recouvrement, en termes de variables communes, vont avoir du mal à faire des choses ensemble au niveau de la data. Ça c'est clair. Et donc, si on poursuit un peu le raisonnement, on voit que les innovations qui cherchent à amener de nouveaux usages chez les patients. Le microbiote est un excellent exemple. On fait très rarement des prélèvements fécaux et en plus il y a des problématiques de conservation, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a des innovations qui permettent de traiter ça maintenant. Tout ce qui va apparaître, même si ça apporte énormément aux patients, et je sais que Matt travaille là-dessus sur des sujets de résistance au traitement en oncologie et c'est extrêmement prometteur. On sait que ça va se heurter à un moment donné et on espère que ça va se débloquer au fait justement que ces choses-là sont peu mesurées. Alors le fait que ça soit sur un petit nombre de patients résistants, etc., va probablement d'ailleurs aider ça, parce que ce sera plus facile et il y aura de l'enjeu. Mais je veux dire, l'enjeu de l'adoption sur l'innovation digitale en santé est colossal, sans même parler d'interopérabilité. Et mon message, je crois, c'est de dire, et tout à l'heure mon voisin en a parlé, sur la recherche translationnelle de l'animal et de la paillasse au lit du malade, c'est ça dont on parle. C'est la translation, finalement, des findings jusqu'aux usages. Et cette notion de dénominateur commun et d'interface est clé, parce que c'est la clé des modèles dont on a parlé, des jumeaux numériques, notamment d'intégration de différentes sources de données et de ce qu'on peut en tirer. Alors, je crois que c'est juste parfait.
Je pense je suis un peu perdue au niveau du temps parce que je crois qu'on a interverti des trucs, certaines parties du programme au niveau agenda. Mais je pense qu'on a eu une jolie conclusion là et très transversale, je trouve. Et du coup, on va passer à la partie suivante.